Ici, il fait nuit, même en plein jour. Nous sommes à 50 km au sud de Mossoul. Daesh a mis le feu au puits de pétrole pour protéger sa retraite et empêcher les attaques aériennes de la coalition. Depuis la libération de Qayyarah, il y a 3 mois, un ingénieur se bat pour éteindre l'incendie. Mais aujourd'hui, il est impuissant. On est là depuis 5 heures du matin. Mais comme l'eau n'arrive pas, on est bloqué. Les robinets sont tous ouverts, mais il n'y a rien, on ne peut rien faire. C'est ça le problème. Il faut contrôler le feu. Sinon, il va s'étendre. Il pourrait alors atteindre les maisons voisines. On doit éviter ça. Il faut qu'on trouve de l'eau et qu'on creuse pour évacuer le pétrole par là. Ce feu est prioritaire. Il est situé en ville, à quelques pas des habitations. En attendant l'eau, Ayad va faire dresser un barrage de terre, une digue de fortune. C'est pas possible. Le pétrole monte. Écoute, on essaye de... Bon, allez, on s'en va. Depuis la fin de l'été, la ville étouffe. Et la population doit vivre sous ces épais nuages noirs. Venez, je vais vous montrer. Un manteau de mazout recouvre tout. Chaque jour, Salan doit tout nettoyer. Ça, c'est ce qu'on a ramassé hier en une seule journée, juste sur la terrasse. Tous les jours, c'est comme la pluie, ça nous tombe dessus. Après 2 ans de vie sous l'État islamique, cette famille pensait avoir connu le pire. C'est un énorme problème. On n'arrive plus à respirer. Et avec toute cette fumée, les enfants manquent d'air. Ils se mettent à tousser. Et quand ils vont grandir, ça peut encore leur faire du mal. Des cancers ou des maladies. Pour que l'air redevienne respirable, les ingénieurs chargés d'éteindre les puits en flammes doivent trouver de l'eau. De l'autre côté de la ville, Ayad Hussein se rend avec ses hommes à la station de pompage. Située sur les bords du Tigre, c'était une position stratégique pour les djihadistes. Les avions de la coalition l'ont visée à de nombreuses reprises. C'est Daesh qui a creusé ce trou, il se planquait là. La station de pompage est HS. Ce qui n'a pas été détruit par les bombes de l'armée irakienne a été saboté par Daesh. Est-ce que le moteur est relié au courant? Il n'y a pas de moteur pour pomper l'eau. Il y a un câble ou pas? Avant la guerre, Ayad et ses hommes travaillaient dans cette usine. Devant les pompes hors d'usage et les câbles coupés, l'ingénieur prend conscience de l'immense travail de reconstruction qui l'attend. Avant, c'était pas comme ça. C'était une très belle usine. Ça me rend très triste de voir ce que Daesh en a fait. C'est difficile à décrire comme sentiment. Daesh était ici, donc ça me fait bizarre. Ils ont tout détruit. Il faudra des semaines, voire des mois, pour faire redémarrer l'usine. Ayad va devoir trouver une autre solution pour alimenter les pompes à incendie. Plus au nord, les combats pour encercler Mossoul se poursuivent. Dans tous les villages, l'armée irakienne rencontre des poches de résistance. Nous sommes maintenant à une quinzaine de kilomètres des faubourgs de Mossoul. La 3e division de la police fédérale a repris cette position il y a une semaine. Là-haut, regarde. Il n'y a que le fleuve entre eux et nous. Le prochain village qu'on doit prendre est à moins de 2 kilomètres. Les hélicoptères de l'armée irakienne arrosent les positions tenues par l'État islamique. D'après ces soldats, une quarantaine de djihadistes seraient encore retranchés derrière cette colline.
Pour la population tout juste libérée, l'urgence absolue, c'est le déminage. Un habitant a repéré des explosifs dans le jardin d'une maison. Il guide le colonel Hussein dans les ruelles d'Aman El Halil. Vous habitez cette maison depuis quand? Daesh y est installé pendant 2 ans. Non, toi, t'y es depuis quand? Il y a 1 semaine. Et c'est seulement maintenant que t'as trouvé la mine? On a nettoyé le jardin aujourd'hui, c'est pour ça. La maison se situe dans le centre-ville. Le colonel Hussein déploie ses hommes immédiatement. Dépêchez-vous, déplacez la voiture et évacuez les maisons, allez. Mettez-vous au bout de la rue. Là, dans la cour, il cachait des armes. Elle est où la mine? Un djihadiste a enfui une mine antipersonnelle au fond du jardin. Elle pourrait tuer un enfant ou mutiler un adulte. Nous avons fixé une petite caméra sur le casque de ce démineur. Pour toute protection, il ne porte qu'un simple gilet pare-balles. Sortez, sortez. Je m'en occupe. Maintenant, il est seul. Il murmure une brève prière. Et puis avec une mèche et un peu de scotch, il bricole un bâton de dynamite. Il va le déposer sur la mine pour la faire sauter. C'est la phase la plus délicate. L'opération doit aller très vite. Mais la mèche ne s'allume pas. Un briquet, un briquet. C'est bon, mon colonel. Armé d'un nouveau briquet, le démineur y retourne. Mission accomplie et sans faire de victimes. Attendez, je vais voir. Dans tous les villages qu'on a libérés, c'est toujours le même scénario. Parfois, toute la maison est piégée, ou alors seulement certaines pièces. On a même trouvé des poupées piégées dans certaines maisons. Des poupées? Oui, des poupées pour enfants. Avant la guerre, ce village était réputé pour ses sources d'eau chaude. En fin de journée, le colonel autorise ses hommes à quelques minutes de détente. La 3e division participe à l'offensive depuis le printemps, quasiment sans relâche. Nous, ce qu'on veut, c'est l'unité de l'Irak. Après Mossoul, Daesh, c'est fini. Dès la nuit tombée, la guerre reprend ses droits. Le colonel impose un couvre-feu strict. La veille, un commando djihadiste a tenté de revenir dans le village. À tous les postes, j'insiste, il faut fouiller toutes les voitures qui pénètrent dans la zone. Fouiller les civils et limiter leurs déplacements. L'ennemi connaît bien mieux le terrain que cette force irakienne. Aucun de ses soldats n'avait mis les pieds dans le nord de l'Irak auparavant. Ils sont à majorité chiite, et dans cette région, la population, elle, est sunnite. De quoi rendre ces hommes très méfiants. Lève les bras. Tourne-toi. Tu vas où? J'habite là. Donne-moi tes papiers. Je vais voir ma grand-mère. Tu ne sais pas qu'à 6 heures, c'est le couvre-feu. Ne sors plus de chez toi. Oui, monsieur. Il faut plus sortir. Le lendemain, l'unité doit passer un quartier au peigne fin. Garde à vous. Un pas en avant. J'espère que ceux qui n'ont pas encore tiré sur l'ennemi en auront l'occasion aujourd'hui. Avec l'aide de Dieu, nous allons fouiller un quartier
Ne faites pas confiance aux civils. Ici, la troupe se considère en territoire ennemi. C'est l'ère du soupçon permanent. Les djihadistes ne sont pas comme des militaires. C'est compliqué de faire la différence avec les civils. Ils s'habillent en noir, puis en couleur, puis en tenue de camouflage. Parfois, ils se déguisent même en femmes. Mission du jour, dénicher des collaborateurs ou des cellules dormantes. L'épuration commence. Les hommes du colonel Hussein sont accompagnés d'agents des services de renseignement. Dès que vous entrez dans une maison, répartissez-vous. Chacun fouille une pièce. Il faut séparer les femmes des hommes et interroger d'abord les hommes. La plupart des combattants de Daesh se sont repliés. Ouvre ta veste. Mais l'État islamique, c'était aussi des milliers de petites mains qui aidaient les djihadistes de gré ou de force. Pour les trouver, il faut faire du porte-à-porte. On n'a rien fait. On était du côté du gouvernement. La source d'information des soldats, les villageois eux-mêmes. Cette maison est suspecte? Non. Toi qui es vieux, tu dois dire la vérité. Je dis la vérité. Alors, cette maison? Non. Et celle là-bas? Non, celle-là non plus. Et la maison de Naba? La vieille Naba, oui. C'est proche aussi. Et Mouafak? Mouafak, il n'était pas clair. Vraiment pas clair. Les accusations sont confirmées par plusieurs voisins. Les soldats se présentent à la porte du suspect. Ils tombent nez à nez avec lui. Bonjour. Vos papiers, s'il vous plaît. L'interrogatoire va durer à peine 3 minutes. Sous Daesh. T'étais avec eux? Non. T'es sûr? Vraiment? Non, je n'ai pas collaboré. Il n'a rien fait. On n'a rien fait. On ne soutient pas les djihadistes. Tu ne faisais pas du pain pour Daesh, toi? Du pain? Non. Ici même. Non, c'était à côté. J'ai entendu dire qu'ils en faisaient à côté. Bon, viens avec nous. Pour le commandant, les témoignages des voisins suffisent. L'homme est embarqué. Fouillez-le et dans la voiture. Mais la descente de police n'est pas finie. Une femme aussi a été dénoncée. Cette fois, c'est le responsable des renseignements qui va mener l'interrogatoire. Il organise une confrontation avec un voisin. Tais-toi! On n'était pas avec eux. La vieille, tu te tais. Écoute. Ferme-la. Si, elle soutient Daesh. Non. On n'est pas de ceux-là. Non. Elle est avec eux ou pas? Oui, elle est avec eux. On n'est pas de Daesh. Tais-toi! La vieille dame a 2 fils, Ali et Anwar, qui a disparu. Anwar, il est où? Anwar est parti à Mossoul. Il était Daesh ou pas? Anwar. Il ressemble à quoi? Si Anwar est à Mossoul, c'est qu'il soutient l'État islamique. Les hommes vont mettre la maison sans dessus-dessous, à la recherche de preuves. Tais-toi ou je te frappe. Tais-toi. Un policier revient avec un journal djihadiste. Ça vient de Daesh. Pourquoi tu gardes ça? Je ne sais pas. La vieille, on a trouvé ça, chez toi. Je ne sais pas, c'est pas à nous. Tu es une merde. Tais-toi. Tais-toi. Ils exigent de la vieille dame une photo de son fils Anwar, le suspect. Elle sera distribuée au checkpoint. Embarquez Ali et le voisin aussi. Interdiction de frapper les prisonniers. Vous n'y touchez pas. Vous savez pourquoi, hein? Une allusion à la présence de notre caméra. Pas de violence physique devant nous, mais les menaces incessantes laissent imaginer ce qui se passe sans témoin. Quand je te pose une question, je veux la vraie réponse. La vérité. Sinon, je te tue. Je te jure que je te tue. Je te dis ce que je sais. Ta mère soutient Daesh. Et ton frère est un djihadiste.
J'étais pas là. Si tu mens, je vais baiser ta sœur. C'est vrai, ma mère était de leur côté. Malgré les instructions du commandant, les réflexes reviennent vite. Mais non, pas devant la caméra. Gênés, les policiers nous demandent de nous éloigner. Vous les emmenez où? On va les exécuter. Non, je rigole. J'y vais, j'ai du boulot. Porter une arme ou rendre des services à l'ennemi, c'est la même chose. Ce sont des gens qui se rendent coupables des mêmes crimes. Notre tournage avec la police fédérale s'arrête ici. Impossible de connaître le sort des personnes arrêtées. Au cours de notre reportage, nous apercevons régulièrement des prisonniers aux yeux bandés. À chaque fois, les autorités nous interdiront de leur parler. Pourquoi? C'est interdit. Retour à Kayara, la ville au puits de pétrole incendié. Nous filmons discrètement devant une cour antiterroriste improvisée. Ces suspects encourent 15 ans de prison en cas de soutien avéré à l'État islamique et la peine de mort s'ils ont pris les armes. Comment identifier les responsables sans faire d'amalgame? À côté du tribunal, le QG des services de sécurité. Tous les matins, une foule se masse sur ce trottoir. Pour se déplacer, les habitants de Kayara ont besoin d'un laissez-passer qui certifie qu'ils n'ont pas collaboré avec l'État islamique. Ça fait plusieurs jours qu'on a postulé. Pourquoi ils n'ont pas encore examiné nos demandes? On ne sait pas combien de temps ça va prendre. Ici, on s'occupe de 63 villages. Comment voulez-vous qu'on vous identifie tous? Allez, reculez, et on vous appellera un par un quand vos documents seront prêts. Ici, les habitants sont majoritairement sunnites. La ville est à peine libérée qu'ils se sentent déjà discriminés par le gouvernement chiite de Bagdad. Pourquoi avez-vous besoin de ces certificats? À cause de Daesh et parce qu'on est sunnite. Les deux. Ils ne nous font pas confiance, pas du tout. C'est pareil dans les autres zones libérées. C'est partout pareil. Ils se méfient de nous à moins qu'on ait un certificat. Et ça prend du temps de l'obtenir. Regardez tous ces gens. Ils sont malades ou ils n'ont pas d'argent. On veut juste qu'ils nous permettent d'aller à Bagdad. C'est normal de punir les coupables, je dis pas, mais pas les autres. Mossoul n'est pas encore tombé, mais les germes d'une future guerre civile sont déjà là. Désormais ici, c'est œil pour œil, dent pour dent. Dans chaque ville libérée, en soutien à l'armée irakienne, des milices locales voient le jour. À Kayara désormais, 300 jeunes paradent dans les rues avec leurs kalachnikovs. Certains n'ont même pas 18 ans. Circulez, circulez. Yassine a été posté à ce checkpoint pour détecter les collabos ou les djihadistes qui se fondent dans la population. Il est d'ici, de la région. Donc il sait si les gens sont suspects. Il nous aide à protéger la population. Les miliciens, la police, l'armée, on est comme les doigts d'une main. Le père de Yassine a été assassiné par Daesh et le jeune homme ne cache pas ses motivations. Ils nous ont humiliés. Daesh a voulu m'exécuter. Ils ont voulu me tuer. Moi, maintenant, je veux me venger. Le lendemain, nous avons rendez-vous avec le chef de cette milice. Il a accepté de nous rencontrer dans les ruines de son quartier. Cet immeuble abritait des djihadistes. Il a été la cible de l'aviation irakienne ou américaine. Les éventuels survivants se sont enfuis à Mossoul ou cachés dans des camps de réfugiés. Eux, ils ont détruit nos maisons. Nous, on a détruit les leurs. C'est comme ça. Quand Daesh tenait Kayara, le colonel s'était réfugié avec sa famille à 150 km d'ici. Policier à la retraite, il était considéré comme un ennemi. Et il ne l'oublie pas.
Pour Daesh, une femme de policier, c'est comme un policier. Donc pour nous, une épouse de djihadiste, c'est un djihadiste. C'est ce que dit la loi clanique. Pour le gouvernement, seul l'individu est coupable, pas sa famille. Mais dans la loi du clan, les proches aussi doivent partir. Il y a un verset du Coran qui dit « œil pour œil, le sang pour le sang ». C'est ce qu'on a fait. Égard à ceux qui tentent de revenir. Depuis la libération à la fin août, Daesh a attaqué Qayyarah à 3 reprises. De retour à son bureau, le colonel Adine est fier de nous montrer l'accueil réservé aux djihadistes. Voilà le combat. Sur ces vidéos, une foule en liesse promène les corps mutilés des hommes de Daesh. On y aperçoit des uniformes de policiers et de miliciens. Des crimes de guerre qui n'empêchent pas le colonel de dormir. Ce sont eux qui nous ont attaqués, pas nous. C'est pour ça qu'on les a tués. Donc c'est juste. C'est normal. Nous retrouvons l'ingénieur chargé d'éteindre les puits de pétrole en feu. Après 2 ans d'exil, Ayad est revenu dans sa maison il y a quelques jours. Ici aussi, l'État islamique avait pris ses quartiers. Sa femme et ses enfants, eux, ne sont pas rentrés. Je dors là, sur le canapé. J'avais tellement envie de rentrer. Quand on est loin, on a envie de rentrer. Mais maintenant que je suis là, c'est difficile. Tout est différent. Rien n'est comme avant. En attendant de retrouver une vie normale, Ayad doit en finir avec les feux. Va arroser là-bas, il y a des gaz qui sortent. C'est la première bonne nouvelle depuis des jours. Les équipes d'Ayad ont enfin de l'eau dans les tuyaux. Elles arrosent en continu pour faire baisser la température et permettre aux machines d'entrer en action. Le but, accéder au cœur du brasier pour couler du ciment et boucher le puits définitivement. La tête du puits a été endommagée par les mines. Évidemment, il y a des risques d'explosion quand on travaille dessus. C'est dangereux. Il y a du feu et du gaz. Franchement, je commence à détester le pétrole pour tout le mal qu'il peut causer. Il aura fallu 3 semaines à ces hommes pour venir à bout du premier puits. Il en reste 18. L'ombre de l'État islamique planera encore longtemps sur les zones libérées.